Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition Toute Région. Nous commençons par la nouvelle du jour. Les plus de 55 ans auront accès au vaccin AstraZeneca ou Johnson & Johnson dès demain. Le ministre de la Santé l'annonce dans le journal du dimanche. Un élargissement de la campagne de vaccination qui rassure certains d'entre vous. Moi, je suis éligible à partir de demain, oui. Je vais me faire vacciner dès que possible. C'est pour moi, pour être tranquille, et c'est aussi pour les autres. Je pense que je vais y aller, de toute façon, parce que c'est la solution pour qu'on sorte de cette épidémie. Dès le 16 avril, les plus de 60 ans, eux, pourront demander une injection Pfizer ou Moderna. Attention, le délai entre les deux piqûres change. Il faudra désormais attendre 6 semaines et non 4. Autre volet de la crise sanitaire, la pénurie de dons de sang. Les réserves se vident en dessous de la barre des 100 000 poches. Il en faudrait au moins 10 000 de plus. L'établissement français du sang sonne l'alerte. Reportage dans le Calvados. C'est dans cette chambre froide que sont conservées entre 0 et 4 degrés les poches de globules rouges qui en ce moment font cruellement défaut au sein de l'établissement français du sang de Caen, lequel alimente plus d'une dizaine d'établissements hospitaliers entre le Calvados et l'Orne. On n'a pas notre stock habituel où la chambre froide est vraiment remplie, comme ceux-là ou ceux-là. Mais on a aussi d'autres phénotypes qui nous manquent, comme les O négatifs qui est donneur universel. C'est vraiment compliqué pour nous de pouvoir gérer avec le nombre de poches qu'on a et le nombre de distributions qui continuent quand même malgré la crise. Depuis le mois de janvier, en Normandie, comme partout en France, les donneurs sont beaucoup moins nombreux au sein des maisons du don. Un constat d'autant plus inquiétant qu'en raison de la crise sanitaire, les collectes mobiles habituellement menées dans les lycées, les universités ou bien encore dans les entreprises ont dû être stoppées. Pour pouvoir être serein, pour distribuer les produits sanguins donc à tous les centres hospitaliers pour les patients, on doit avoir une réserve à peu près de 12 jours de produits sanguins d'avance. Et aujourd'hui, donc au niveau régional, on est à moins de 7 jours. Donc il faut justement donner envie aux gens de venir donner à nouveau plus dans les maisons du don en collecte mobile. Rappelons d'ailleurs que si vous souhaitez donner votre sang, l'attestation vous permet ainsi de vous déplacer au-delà des 10 km et en dehors des horaires du couvre-feu. Je pense que dans le cadre d'être citoyen, on doit participer à s'assurer que les hôpitaux ont le maximum de dons pour pouvoir traiter les autres citoyens qui en ont besoin. Votre bonne action ne prendra au passage que 10 minutes de votre temps. Dans ce gîte du nord-est de Toulouse, une fête clandestine et payante a été interrompue par les gendarmes hier soir. Les deux organisateurs gagnent une garde à vue et la centaine de participants 135 € d'amende. Le maire de la commune est stupéfait. Ils se croyaient certainement à l'abri et donc en étant dans un milieu isolé, vous voyez où on se situe quoi. Donc peu de voisinage, enfin pas très proche en tout cas. Et ils se sont dit certainement en organisant ce type de soirée dans un lieu isolé, pas vu, pas pris. Les contrevenants venaient surtout d'Occitanie, mais certains avaient fait le déplacement depuis Paris. L'émotion est vive à Opter-sur-Dronne suite au décès du prince Philippe ce vendredi. Dans cette commune de Charente, 15% de la population est anglaise. Les riverains suivront les obsèques de l'époux de la reine d'Angleterre le samedi 17 avril. Devant leur écran de télévision, Marie et Steven regardent le flot ininterrompu des hommages au prince Philippe. Installé en Charente depuis plusieurs années, ce couple britannique regrette la disparition d'une personnalité emblématique de leur pays natal. Je pense que c'est triste qu'il n'ait pas pu aller jusqu'à sa 100e année, mais aussi parce qu'il a toujours été un homme bon pour le Royaume-Uni, qu'il a toujours tout fait pour améliorer la vie des peuples anglais, irlandais et écossais. À Opter-sur-Dronne, où 15% de la population est d'origine anglaise, le décès du duc d'Édimbourg alimente les conversations du jour. Pour ces Britanniques, le prince Philippe et la reine Elisabeth formaient un binôme idéal. Il était la royauté. Il a facilité la tâche à la reine et avec elle, il a beaucoup fait pour l'Angleterre. Je ne comprends pas comment elle va continuer son rythme. Elle est forte et bon, on va voir
Des Britanniques qui saluent une personnalité accessible et proche du peuple. Il disait tout le temps ce qu'il pensait. Il ne s'inquiétait pas vraiment du protocole royal. Quand il pensait que quelque chose était juste, il le faisait. Une aura populaire et légendaire, car Philippe Mountbatten-Windsor était aussi l'un des derniers héros de la Seconde Guerre mondiale. Certains fraisiers ont échappé au gelé de la semaine. Leurs fruits sont mûrs, prêts à être détachés. Et cette fois-ci, contrairement à l'an dernier, la main-d'œuvre est suffisante. Malgré le confinement, les producteurs ont pu organiser leur collecte avec des renforts. Comme un air de déjà-vu, des fraises belles à croquer et des travailleurs saisonniers à pied d'œuvre en pleine crise sanitaire. Mais pour Stéphanie Giroux, les péripéties du printemps dernier ne sont plus qu'un lointain souvenir. Elle a pu recruter sans trop de problèmes. On n'a pas été pris de court parce qu'avec l'expérience de l'année dernière, on a anticipé cette année. On a commencé des recrutements beaucoup plus tôt. Et donc en fait, on a pu, au fur et à mesure que la saison évolue, en fait, étoffer l'équipe. Sous les serres de cette petite exploitation lot-et-garonnaise, une quinzaine d'hommes et de femmes s'activent depuis la mi-mars. Valérie ne boude pas son plaisir. Je les trouve très jolies, oui. C'est très. En plus, les reins sont plutôt bas cette année. C'est super à ramasser, quoi. On est vraiment. C'est le top. Un peu plus loin, Gwendoline. Elle était caissière, mais Covid oblige, elle a préféré jeter l'éponge. C'est sa première saison ici. Ici, on est plus en contact avec la nature, c'est ouvert. On est dans la campagne, on voit pas ce qui se passe en fait à l'extérieur. C'est mieux. C'est mieux, ouais, c'est agréable et c'est pas compliqué du tout. Commercialisée sous l'étiquette Rougeline, la fraise de Stéphanie doit être cueillie à maturité pour être vendue au plus vite. C'est vrai qu'on est quand même dans un contexte anxiogène et au niveau du marché et du commerce, il y a toujours la crainte en fait qu'à un moment donné, des produits se vendent pas comme ils devraient se vendre. Donc après voilà, pour l'instant, on va dire que ça se passe bien et on espère pouvoir passer une saison correcte. L'an dernier, faute d'acheteurs et de débouchés, Stéphanie avait été contrainte de jeter une grande partie de son stock. Garriguette, Charlotte et Murano devraient trouver preneur cette année. Le succès de la bicyclette n'en finit pas. L'Assemblée nationale vient de voter une nouvelle série d'aides à l'achat de vélos. De quoi intensifier davantage la cadence chez les constructeurs et les vendeurs qui ont déjà du mal à suivre. En un an, le nombre d'utilisateurs a fait un boom de 27%. Comme chaque matin, Florent prend son vélo pour se rendre au travail. Depuis des années, il s'en sert presque tous les jours. Je m'en sers pour à peu près tout, pour aller faire les courses, pour aller chercher ma fille à la crèche, pour aller à la gare, pour aller au travail. Ça fait pas de bruit, ça va plus vite que les transports en commun, ça coûte pas cher, ça fait du bien à la santé, ça fait faire du sport, c'est parfait quoi. Un constat fait par de plus en plus de Français. Depuis la fin du premier confinement, nous sommes très nombreux à nous être mis au vélo. À tel point que dans les usines de fabrication, ça n'est pas toujours simple de tenir la cadence. Chez ce fabricant dijonnais, le directeur peine à s'approvisionner. La plupart des pièces viennent d'Asie et la demande est extrêmement forte. On est complètement à flux tendu. On a environ 2 à 3 semaines de visibilité sur l'approvisionnement des cadres et des pièces. Et on est donc obligé de jouer avec ces 2-3 semaines de visibilité. C'est complètement nouveau pour nous. L'année dernière, l'utilisation du vélo a bondi de 27% par rapport à 2019. Le deux roues fait surtout des adeptes en ville avec une augmentation de 31% contre 15% en milieu rural. Ici, on estime que cette tendance va perdurer, alors on s'adapte pour ne pas manquer de main-d'œuvre. Nous investissons sur des embauches supplémentaires ici sur le site parce que nous avons suffisamment de visibilité pour les 12 prochains mois qui viennent. Nous utilisons aussi la possibilité d'intérimaires pour réagir d'une manière plus rapide à la demande. À quelques kilomètres de l'usine, dans le magasin de la marque, les clients sont bien là. Avec mon frère, tous les ans, on va faire des bike trips dans toute la France. Et c'est ce que j'aime. Et aujourd'hui, j'ai voulu acheter un nouveau vélo pour pouvoir aller encore plus loin dans ce que j'aime. Partout, les commandes s'entassent, surtout pour des vélos électriques.
Ici, les ventes ont augmenté de 20% en un an. On a une forte demande sur du vélo assistance électrique urbain et trekking, pour du déplacement de tous les jours et du loisir. Pour des gens qui n'ont quasiment pas fait de vélo jusque-là, qui veulent s'y mettre pour du déplacement. Voilà. Donc là, vous avez un vélo, c'est un peu ce que vous cherchez, je pense. Donc un vélo semi-rigide. L'engouement est le même dans cet autre magasin du centre-ville de Dijon. J'avais un vélo de route déjà que j'utilise depuis quelques temps pour faire du vélo de route et puis un peu de triathlon. Là, j'avais besoin de faire un peu de VTT pour aller dans les chemins, me promener avec ma femme et ma fille. Donc, voilà. Comme partout ailleurs, le stock n'est pas illimité. Alors la responsable du magasin craint de ne pas pouvoir répondre à la demande. J'ai un peu peur que dans les gros mois, mai, juin, juillet, août, on n'ait pas suffisamment de vélos pour satisfaire le client tout de suite. Les gens qui n'auront pas anticipé maintenant l'envie de leur faire du vélo au mois d'août, on va coincer. Le vélo est donc bien en train de vivre un moment historique. C'est un secteur économique en pleine expansion qui pourrait bien créer de nouveaux emplois localement. Coup dur pour le tourisme fluvial, les bateaux des loueurs restent à quai en cette période de confinement. L'activité des croisiéristes est totalement à l'arrêt. Exemple en Nouvelle-Aquitaine. 14 navires privés de sortie. Habituellement, à cette période, il n'en reste quasiment aucun sur le petit quai de Sireuil, en Charente. Ces croisiéristes avaient une 50aine de réservations pour le mois d'avril. Et malheureusement, on est en train de tout annuler, reporter, rembourser éventuellement. Et malheureusement, le planning ne s'ouvre qu'au 3 mai, pour le moment. En attendant, il faut bien s'occuper, alors on peaufine les bateaux. On finit ce qu'on n'avait pas fini pendant l'hiver et on met tout à jour pour que dès que ça reparte, tout soit opérationnel. On ne sachant pas quand la situation va se débloquer et c'est très frustrant. Oui. Frustrés, ils le sont, notamment de ne pas voir naviguer leur dernière embarcation, un bateau flambant neuf, équipé grand luxe, qu'ils espèrent relouer dès que possible. Et ensuite, 2 autres cabines aussi ici. Et chaque cabine a sa salle d'eau et son WC. Donc dès qu'on sort du confinement, on croise les doigts pour que le planning ne bouge pas plus et continue à se remplir, même s'il est déjà bien rempli. Donc il faut croiser les doigts pour que tout se passe bien dans les semaines à venir. Une flotte prête à embarquer les marins d'eau douce sur les 150 km navigables que propose le fleuve Charente dès le 3 mai, si tout va bien. Certains d'entre vous font rimer confinement avec bon temps. C'est le cas de ceux qui ont choisi le camping où la plupart des emplacements sont vides. Au programme, détente, mer et soleil. Prenons l'air sur la côte landaise. Ce devrait être un des jours les plus chargés de l'année pour Hervé Labarthe, mais ce matin, dans son camping de la côte landaise, c'est plutôt tranquille. Actuellement, nous avons donc 18 séjours de clients qui ont choisi de passer le confinement sur le camping. Voilà. Habituellement, sur une année entre guillemets normale, on a près de 600 séjours. La tranquillité, c'est justement ce qu'est venu chercher ce couple originaire du Gers. Habitués à sillonner l'Europe avec leur camping-car, ils ont décidé de se confiner ici avec leur petit-fils. Il était isolé chez lui dans ses 4 murs. On a voulu éviter ça. On a voulu respecter l'école. On lui a fait faire cette semaine l'école ici. Mais regardez, il ne pense pas à tout ça. C'est la liberté pour lui. C'est des vacances, c'est la joie de vivre. François, lui, est arrivé au camping en famille peu avant le week-end de Pâques. Il ne s'imaginait pas revivre l'enfermement des 2 premiers confinements. On avait vécu un premier confinement où on avait respecté à 100%, on avait resté chez nous enfermés juste pour aller faire les courses. Le deuxième, il avait été un peu plus léger, mais on est resté chez nous. Là, il fallait qu'on parte en vacances. Il n'y avait pas aucune ambiguïté là-dessus, il fallait qu'on vienne. T'es prêt ? Allez, je te suis. D'autant plus que l'autorisation de déplacement dans un rayon de 10 km rend la vie confinée un peu plus supportable. On fait du vélo, on fait de la marche, oui, sans problème. On a une attestation comme quoi qui certifie qu'on est confiné sur le camping. Et bon, on respecte les 10 km.
Mieux vaut profiter du calme actuel car le camping pourrait très vite se remplir. Il affiche déjà quasiment complet pour les vacances d'été. Avec leur déjection, corbeaux et pigeons sont considérés comme nuisibles par les riverains des centres-villes. On a donc deux couples qui restent encore un peu sur le terrain. On va commencer par intervenir de là-bas. À Niort, la municipalité a déclaré la guerre aux corvidés grâce à une arme redoutable, des rapaces. Cette buse s'attaque directement à leur nid. Le but n'est pas de détruire la colonie, mais de réduire sa population. Le temps qu'elle est occupée à visiter les nids de corbeaux, les autres corbeaux alentour l'alarment, en fait, lui font des passes au-dessus d'elle, comme ça, pour essayer de faire fuir le prédateur. Et pendant ce temps-là, ils sont moins occupés à couver. La mairie de Niort a investi 3 200 € pour cette opération. On essaie surtout de trouver une solution qui se dit naturelle et respectueuse de l'environnement. On voit aussi que le prédateur réellement a sa place aussi dans la ville et dans notre environnement pour faire fuir justement les autres espèces qui pourraient être nuisibles. Niortais et rapaces vont devoir justement cohabiter. Bientôt, un couple de faucons pèlerins va s'installer dans le clocher d'une église pour y vivre toute l'année. Elles ont pris la pause et paradé dans un quartier historique de Mulhouse. Avec leur imposante robe noire et blanche, 10 vaches vosgiennes ont réalisé une micro-transhumance, un défilé étonnant, quelques semaines avant la véritable migration annuelle. On se serait cru dans les coulisses du Salon de l'Agriculture, avec en guise de porte de Versailles le site historique de la Société alsacienne de construction mécanique. Des murs de briques et une douche nécessaire avant la parade pour des vaches triées sur le volet, plus pour leur caractère que leur robe. On les a sorties pendant 8 jours, exprès qu'elles soient un petit peu l'habitude de marcher. Et donc on a dû un petit peu choisir les vaches un petit peu âgées, qui sont un peu calmes, qu'on sait qu'on peut avec elles faire un petit peu ce qu'on veut. Et mieux valait savoir les tenir, les montagnardes, parce que la descente en ville s'est faite au pas de course. Il a parfois fallu calmer les ardeurs des plus sportives et rattraper celles qui se trompent de chemin. Place de la Réunion, le troupeau a pris le temps de souffler quelques minutes face à des habitants partagés entre surprise et interrogation. J'habite à côté, je fais un petit tour, ouais, c'est sympa. Hein. Ça fait du bien un peu dans le centre-ville, tout silencieux, tout d'un coup d'entendre ces cloches et de voir ces vaches. Pour les gosses, c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un problème de... C'est pour manifester quoi? Manifester pour le plaisir. Rappeler aux citadins que les fermes auberges espèrent ouvrir bientôt pour une nouvelle saison et que la petite Vosgienne est bien plus qu'un joli sujet de carte postale. Là, on est sur une transhumance factice, entre guillemets, mais on se bat pour que la transhumance reste bien vivante dans le massif des Vosges. Donc en 2020, nous l'avons inscrite au patrimoine immatériel en France et nous menons ce même combat pour le patrimoine mondial de l'UNESCO pour 2022. Le pied balance sur les pavés, elles ont délivré le message en moins de temps qu'il ne faut pour créer des attroupements. Une mise en jambe avant la vraie transhumance vers les sommets vosgiens et un bon entraînement à la course pour tous ceux qui ont tenté de les suivre d'un bout à l'autre de la cavalcade.